Je suis extrêmement ravi que des joueurs comme Samuel Eto'o soient présents d'une fédération. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte que le football est un métier à part entière et que ce métier-là, il s'apprend. Le diriger aussi, il faut une certaine méthodologie. Moi, j'ai eu la malchance d'avoir des ministres de sport militaires, de carrière, qui estiment qu'on peut dire à un footballeur ce qu'on pense et ce qu'on veut. Décembre 2015, il nous invitait à Ostende où il était gardien de but pour une interview exclusive. En ce moment, j'étais directeur de publication de Select Magazine. J'étais avec Stéphane Etienne pour ce voyage-là. Et aujourd'hui, Didier Ovono, c'est de lui dont il s'agit. Il nous reçoit à Angers. Il n'a toujours pas raccroché, hein, et il est encore dans la sphère. C'est le plus capé de la sélection gabonaise. Cette interview, c'est vrai, ce sera fraternel, mais il y aura tellement de thèmes. C'est la même poule pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et encore, quoi d'autre encore? Le Gabon aussi et la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la belle famille, parce que la première artiste comme Soumbil, son épouse, est gabonaise. Donc c'est la famille. Didier, en tout cas, je retrouve la famille. Très heureux de te revoir. Avec plaisir. Très heureux de te revoir. Bon, pareil. Ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'il y a de la matière. Même tout à l'heure en off, on a commencé à parler de pas mal de choses. Mais bon, comme on est on est quand même dans une interview, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé à Angers, justement, pourquoi? Dis-nous. Deux raisons familiales. Juste qu'après le football, j'ai privilégié ma famille. J'ai j'ai trouvé que pour leur équilibre, il fallait me retirer un peu du football et avoir du temps pour eux. Aujourd'hui, je suis très heureux dans une super ville qui m'a accueilli avec grand bien. Quand tu dis que tu as arrêté le football, c'est vrai que là, tu as arrêté avec le foot professionnel, mais tu continues tout de même en tant que dans le foot amateur de faire, de faire montre de ton expérience, d'aider un peu les jeunes frères. Ouais. Oui, oui, j'ai la chance de continuer une très belle pratique sportive. Je joue avec le professeur Barthélemy à 10 minutes d'Angers. Ok. On est en division d'honneur, on essaie de faire monter le club en R3. J'ai eu la chance d'être contacté par un ancien pro, qui a aussi joué au SCO d'Angers, Malik Touturi. On fait ce qu'on peut tous les week-ends pour pouvoir faire monter le club. On structure le club petit à petit. On apporte notre expérience. Je pense que pour moi, c'est un retrait avec intelligence. Je ne voulais pas sortir du foot et me retrouver avec 95 kilos comme les anciens, on C'est voit. ça. Mais En ça tout va. cas, tu as gardé la forme. Ça se voit. Moi, j'ai 2 séances par semaine et un match tous les dimanches. Je pense que à ce rythme-là, je peux encore jouer 2-3 ans. C'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et surtout que tu fasses bénéficier de ton expérience à pas mal enfin, à des gardiens parce qu'on sait que tu as joué quand même au haut niveau depuis le Gabon jusqu'à Ostende, en passant par le Portugal. La France, enfin, tu as un palmarès long comme le bras et on va s'intéresser à ce palmarès. C'est dans quel club tu as été le plus heureux? Je vais dire ça comme ça. Constant. Ostende. Constant. Ah ouais, je pourrais pas m'attendre à mieux. Mais en même temps, Ostende, c'est toute une histoire. Je sais que tu nous as reçus à Ostende, tu nous as même envoyé. Je me rappelle cette histoire dont tu nous parlais lorsqu'on est parti à l'entraînement. Tu nous envoyais dans les vestiaires. Comment est-ce que les joueurs, il y avait des rituels. Ça, c'est resté dans la petite tête. Parle-nous des beaux moments que tu as passés à Ostende. Bah, déjà, à Ostende, c'était magnifique parce qu'on était beaucoup d'Africains. Et on avait créé une sorte de fraternité où on ne regardait pas de quel pays tu venais. On avait toutes sortes de pays et il y avait les anglophones. Et c'était drôle parce que des fois, le coach, il parlait, il ne savait plus à quelle langue faire le débriefing. Après, il a dit, OK, je parle en anglais. Ceux qui comprennent l'anglais, c'est de brouillon. Et c'était beau parce que au final, on est restés amis. Même quand je suis parti, d'autres sont restés. On est restés amis, ils ont changé de club. On continue, on a gardé ce qu'on appelle le WhatsApp des Africains d'Ostende. Wow. C'est beau parce que 10 ans après, on arrive à savoir ce que l'autre il devient. Toi, tu joues encore. Est-ce que vraiment c'est beau. Vous avez gardé ces liens fraternels. Ouais, c'est magnifique. Surtout que on a fait 2 finales constantes, 2 finales de coupe. L'une, j'ai joué, l'autre, j'étais sur le banc. Mais honnêtement, je suis très heureux parce que aujourd'hui, quand je pense au stand, je pense à vraiment du beau football et surtout la fraternité qu'on avait parce qu'on était l'une des rares équipes championnat de Belgique où il y avait 8 noirs. Et je vous dis, en Europe, c'est très compliqué d'avoir en première division l'équipe noire.
Ça me rappelle un peu l'histoire de jeune Lazare Amani qui a été victime récemment, on va dire, d'attaques racistes. On a vu comment est-ce qu'il a retourné cette situation. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui viens de ces championnats, qui y est resté pendant longtemps, de voir comme ça, être victime de ce genre de crime, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait du mal parce que ça ne reflète pas la Belgique. C'est très compliqué lorsque vous avez dans une tribune des gens qui n'ont rien compris au football. On ne vient pas supporter un joueur de foot par rapport à sa couleur de peau. On ne vient pas mettre en difficulté un joueur de foot par rapport à sa couleur de peau. Aujourd'hui, vous avez Vinicius qui est noir. Mais il le dénonce. Aujourd'hui, vous avez un jeune joueur africain qu'on met mal parce qu'il est noir. Sinon, c'est très compliqué, mais ça ne reflète pas la Belgique. C'est toujours un petit groupe d'individus qui veulent ternir tout un pays. Moi, j'étais très bien accueilli. Je vous dis, à Ostende, chez les Flamands. Au début, quand je suis arrivé, on disait les Flamands, ils sont racistes. Et non. Moi, j'étais chez moi. Je me sens, quand je vais de temps en temps, je vais à Ostende avec ma famille. Mais on me demande, mais pourquoi tu viens en Chine? Ici, tu es chez toi, tout le monde t'aime ici. Et moi, j'étais très frustré parce que Amani, c'est un gamin qui ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça et j'appelle tous les vrais fans du foot. Quand on va dans un terrain de football, c'est pour supporter son équipe. Peu importe la couleur des joueurs. Sinon, le football deviendrait une usine où les Européens jouent en Europe, les Asiatiques jouent chez eux et les Brésiliens jouent chez eux. Alors que nous sommes dans un football mondial où la beauté, c'est l'échange, c'est ce que nous n'a pas, que l'étranger apporte. Et aujourd'hui, vous avez des gamins comme ça qui ont du talent à revendre. Et sortir en pleurant, voir un gamin qui est venu pour jouer. Il sort d'un match frustré parce qu'il y a eu 10 personnes qui ont parlé de sa couleur de peau. C'est très compliqué. Et toi, en tant qu'un aîné, si tu avais un petit message à faire passer à Lazare Amani, ce serait lequel? Toi, tu as l'expérience du championnat belge. C'est de continuer ce qu'il fait de plus beau, montrer ses qualités. Et Il a marqué un beau but ce week-end, justement. Surtout, fermer les oreilles. Parce que on est très vite aspiré dans la réponse. Parce que la réponse que lui peut apporter, c'est sur le terrain. On ne l'a pas pris parce qu'il était beau. On l'a pris parce que c'est un bon footballeur. Et c'est de montrer à tout le monde qu'un bon footballeur, ce n'est pas sa couleur de peau. C'est son talent qu'on prend. Et je sais qu'en Belgique, c'est le talent qu'on prime. Mais il y a toujours partout, comme je dis, il y a partout des gens qui n'ont rien compris. J'ai lu un article hier de Sud-Ouest où j'ai aimé le reportage, hein, quand il disait lorsqu'on évoque la vie de Bono, on peut écrire un livre. Et c'est le sentiment que j'ai eu lorsqu'on est allé faire 2-3 jours, lorsque je suis parti avec Stéphane chez toi à Ostende. Il y a tellement de choses à apprendre avec toi. Il y a un récit de vie qui est tellement lumineux. Ouais. Mais tu vois, on va essayer de synthétiser quand même. Le temps de cette interview qui va durer certainement tout au plus 1 heure de temps, 1 heure 30. Ostende, c'est vrai, on en parle. Mais est-ce que tu es parti vraiment en de bons termes d'Ostende? Parce que tout à l'heure, on en parlait en off. Ouais. Cette histoire un peu que tu as dû vivre en 2015-2017, tout ça. Est-ce que tu es parti finalement en de bons termes avec ce club? Non, et j'ai eu des difficultés à partir du club parce que j'étais attaché. J'étais vraiment attaché à ce club. J'ai tout montré, j'ai tout donné. Et on est tombé dans une situation un peu rocambolesque. En 2015, je vais à la CAN. Ça se passe très bien avec le président. Je reviens, je reprends ma place. En 2017, j'ai plus de difficultés parce que le président ne veut pas que je vienne. Malheureusement, la CAN est au Gabon. Il y a une CAN au Gabon, tandis que c'est très bon. En tant que capitaine. Doyen de l'équipe. Tout à fait. Je ne peux pas expliquer aux Gabonais pourquoi je ne viens pas. Après, malheureusement, on avait un président qui n'a pas compris ça de cette oreille. Et derrière, il m'a gentiment prié que comme tu as choisi ton pays, nous, tu ne feras plus partie de l'équipe. Mais j'avais encore un contrat. Donc, les gens n'ont pas compris, je ne jouais plus. Le coach, il me voyait à l'entraînement, il savait ce que je pouvais apporter à l'équipe. On ne gagnait plus de matchs, mais on gagnait en coupe parce que je jouais. Après, ça a été compliqué, j'ai pu jouer du tout. Jusqu'à la finale de Coupe de Belgique, j'étais sur le banc. J'avais mal parce que je savais que je payais le sentiment d'avoir défendu mon pays. C'est vrai, aujourd'hui, ça paraît lointain, mais j'avais fait un choix où, je peux dire, c'était un choix qui n'était pas vraiment mon choix. Ouais, tu as mis aussi
qui a mis en difficulté, on va dire, tes intérêts au sein de ton club, parce que c'est ton club qui te paye ton salaire. Au niveau de la fédération, forcément, c'est juste des primes. Mais ce choix que tu as fait, c'est vrai qu'on en parlait en off. Et moi, j'ai envie que les gens comprennent parce que tellement, on peut avoir toutes ces pressions politiques. Malheureusement, tu as été victime aussi d'une pression politique qui a fait que tu n'avais pas le choix d'aller. Comment ça s'est passé, cette pression? Oui, mais quand vous appelez le président de la Fédé, vous lui dites que je ne participe pas à la CAN. Il s'en réfère aux autorités. Les autorités m'appellent, ils me demandent Didier, tu sais que c'est le Gabon qui organise la CAN pour la première fois de l'histoire. On ne peut pas faire ça. J'évoque aussi mes arguments. Moi, j'ai mon président qui a acheté un gardien. Le gardien s'est blessé. Donc, si tu vas à la CAN, moi, j'ai acheté notre gardien, ça veut dire que tu ne joueras plus. Et derrière, le pays me dit, si tu ne viens pas, c'est compliqué. Parce que si tu viens, tout le monde est content. Si tu ne viens pas, tu as de la famille ici. Et ça qui te le dit, comme ça. Non, aujourd'hui, c'est pour l'histoire. Il y a des années, on peut en parler. On peut en parler. Tout à fait. Quand vous avez la responsabilité d'être capitaine d'un pays. Votre interlocuteur direct, c'est le président, quelque part. Ouais. Donc, quand le président de la fédération vous dit vous n'allez pas venir, tu ne viens pas à la CAN, il en réfère à qui? Il doit donner un compte rendu. Donc, moi, je reçois un coup de fil, on me dit si tu ne viens pas à la CAN, sache que tu as de la famille ici. Je ne pourrai pas assurer la protection de la famille. Tu as refusé de venir défendre ton pays. Et les gens ne comprennent pas que moi, en venant à la CAN, je sacrifie ma carrière. Parce que ici, j'étais dans un club où on m'aimait, où on m'avait proposé un contrat de 3 ans plus 1. C'est-à-dire 3 ans, j'ai terminé ma carrière, après je passais dans le staff. J'ai refusé parce que mon pays ne m'a pas donné le choix. Il faut dire la vérité, ils ne m'ont pas donné le choix. Si j'avais le choix, j'aurais refusé de jouer la CAN 2017. Mais je n'ai pas eu le choix parce que c'est aussi une fierté pour moi. Représenter son pays, c'est une fierté. Mais quelque part, c'est dommage de le dire comme ça, mais quelque part, l'État gabonais, parce que, excuse-moi, c'est vrai que tu ne veux pas lâcher le mot, mais le président de la République en son temps, c'était le président Ali Bongo, tu as au téléphone qui te dit, si tu ne viens pas, tu as de la famille. Mais est-ce que quelque part, l'État gabonais n'a pas gâché, on va dire, ton après-foot quelque part? Parce que tu avais une belle opportunité quand même de bien partir dans ce stand. Oui, mais aujourd'hui, c'est facile de le dire. Pourquoi? Parce que tu vas à la CAN, vous gagnez, c'est top. Tu sors 1 euro. Ça, c'est vrai. Vous faites 3 matchs nuls. Tu reviens en Europe, tu n'as plus de club. C'était un pari risqué quelque part. C'est même pas un pari, c'est que je n'ai pas eu le choix. Ok. Avoir le choix, c'est je décide. Mais lorsqu'on met la famille au milieu, lorsqu'on met des menaces ou des obligations d'un capitaine, tu n'as pas le choix. Je suis venu parce que je n'avais pas le choix. Si je peux le dire, honnêtement aujourd'hui, hein, c'est pas de cachette. On ne m'a pas laissé le choix de ne pas venir jouer la CAN. Et toi qui es resté pendant longtemps en équipe nationale, lorsque tu vois aujourd'hui, on va dire, quelque part, cette implication des politiques dans le football, de manière générale, quel commentaire tu as en fait là-dessus? C'est la seule, je peux dire, la seule fois où on est capable de donner un conseil à un professionnel dans le football. Je n'ai jamais vu quelqu'un leur dire à un médecin comment il opère, un chirurgien comment on enlève un organe. Mais ils sont capables de vous dire comment on fait une passe. Par contre, nous, on fait école de foot, centre de formation, et tu signes un contrat pro. Mais quand les gens arrivent, ils te disent, est-ce que pour contrôler le ballon de la poitrine, c'est difficile? Mais toi, tu as fait le centre de formation. Voilà, c'est ça. Comme un docteur apprend comment on enlève un organe. Il fait 11 ans. Mais moi, je prends un exemple en Europe. Un gamin, il arrive à 6 ans. S'il suit tout son cursus sans être surclassé, il signe pro à 18 ans. Ça fait combien d'années d'apprentissage? Mais nous, en Afrique, on est capable de dire à celui qui a fait les 12 ans d'apprentissage, qu'il ne vaut rien. Et moi, je suis capable de dire... Oui, tu peux juste... Comme c'est l'alarme ou bien... C'est l'alarme de la sortie d'école des enfants. Ah, ok. Bah, désolé, hein, on va le garder encore. J'espère que... Non, j'ai madame qui est partie les chercher à l'école. Ok, parfait. Pas de souci. Voilà, comme on dirait, les aléas directs. Et c'est tout ça qui fait le charme de nos interviews. C'est ça. Tu parlais de cette large problématique, donc l'intervention des politiques, malheureusement... c'est un fléau.
C'est un fléau pour le football africain. Je suis extrêmement ravi que des joueurs comme Samuel Eto'o soient présents d'une fédération. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte que le football est un métier à part entière et que ce métier-là, il s'apprend. Le diriger aussi, il faut une certaine méthodologie. Moi, j'ai eu la malchance d'avoir des ministres de sport militaires, de carrière, qui estiment qu'on peut dire à un footballeur ce qu'on pense et ce qu'on veut. Alors que son rôle, c'est d'aider le footballeur à briller. Si le footballeur brille, l'équipe nationale brille. Mais nous, on est arrivé à un niveau où l'implication des politiques, ils choisissent même qui joue. Ils sont capables de donner à un entraîneur la composition de l'équipe. Et ça tue le football africain. Et toi, en tant que capitaine, comment tu vivais toutes ces ingérences des politiciens dans le choix même du 11 type? Comment tu gérais tout ça? C'était très compliqué. Très, très compliqué. J'ai eu plusieurs générations de footballeurs qui sont arrivés. Et le plus dur, c'est quand l'entraîneur est national. C'est-à-dire que quand l'entraîneur est du pays, on a l'impression que lui, on doit lui donner plus de directives. Quand c'est un Européen, il ferme la porte. Moi, j'ai eu Jairzinho, champion du monde, avec Pelé. Et quand on lui donnait le classement, il disait, moi, j'ai joué avec Pelé. C'est notre petit. Je suis champion du monde 2 fois, avec Pelé. Champion du monde. Et vous allez m'expliquer quel joueur je peux voir qui aime talent. Et ça, il a dit ça 2 fois, on l'a enlevé. Parce que il a dit, vous avez joué au ballon jour? Non. Est-ce que vous avez déjà porté un maillot? Non. Est-ce que vous êtes déjà rentré sur un terrain où il y a 80 000 personnes? Expliquez ce qu'on appelle le football. Mais celui qui parle, c'est un ministre qui estime que, en tant que ministre de sport, il peut donner sa voix pour qu'on mette le neveu d'un tel. Et le neveu d'un tel n'a pas les qualités pour jouer devant le coach. Et ça, c'est un gros défaut qu'a les joueurs africains. Je vais en sélection. On me dit, il y a le neveu du ministre. Ben, ça ne te donne pas le temps de jouer devant un certain Aubameyang. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que, moi, en tant que capitaine, ça me mettait mal à l'aise. Je vois un joueur qui a un potentiel de ouf, mais il a su sur le banc parce qu'il n'est pas le fils, l'oncle, le cousin de quelqu'un. Et après, l'ingérence est allée à un autre niveau. Il choisissait même l'entraîneur. C'est-à-dire, on appelle l'entraîneur, c'est toi qui dois être là. Voilà, nous on t'a mis là, lui on ne veut plus le voir, lui on ne veut plus ça. Et ça a tué beaucoup de talents africains. Moi je dis toujours, les problèmes qu'on rencontre au Gabon, là, je vous dis, on ne les rencontre pas en Afrique. Tout à fait, ouais. Partout. L'ingérence politique, on ne demande pas de laisser le football aux footballeurs. Non. On dit qu'il faut associer les anciens dans une décision qui concerne un sport collectif. Vous me prenez aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aller expliquer à un escrimeur? Comment tenir une pied, comment... Je commence comment à expliquer à un escrimeur? Mais je sais que je suis un ministre du sport. Je peux lui dire, en tant qu'ancien sportif, que la compétition qui arrive, il faut que tu sois au top niveau. Est-ce que justement, c'est pas cette pression-là qui a fait que justement en 2017, que vous n'avez même pas pu gagner un seul match malgré que la CAN était organisée sur vous quelque part? Parce que la pression n'était pas de trop. Oui, mais ce n'était pas une pression sportive. Non, je veux dire cette pression, l'ingérence des politiciens, la pression populaire, politique, tout ça ensemble. Est-ce que vous, lorsque vous vous retrouvez sur le rectangle vert, est-ce que vous n'êtes pas crispé? On joue le match de la Coupe d'Afrique 11 jours après une élection très contestée, présidentielle très, très contestée. Donc, autant nous sommes des Gabonais, autant au lieu de nous concentrer pour le premier match de la CAN, on regarde à la télé ce qui se passe. Quand les autres pays qui arrivent, ils sont vraiment heureux de venir faire une compétition au Gabon, on est triste. Des événements qui se sont déroulés la veille ou l'avant-veille parce que les gens étaient sortis dans les rues, ils n'étaient pas contents. Mais comme la CAN est une fête africaine, on était obligé de montrer le meilleur visage que le Gabon pouvait proposer. Mais pour nous, les footballeurs, c'était... Intérieurement, ça n'allait pas. C'était très compliqué. Moi, je viens de Port-Gentil.
Ma mère, paix à son âme, quand elle t'appelle, elle te dit, mon fils, je suis caché sous table parce que des tirs dehors, à 100%, footballeur, c'est pas possible. Je suis à 40% parce que la famille, c'est avant tout quelque chose de percutant. Et je suis resté là à prier pour que ma mère va, voilà, que ma famille soit à l'abri. Pourtant, je savais que samedi, je dois jouer. Et que le Gabon, peu importe le résultat, il faut que le Gabon gagne. Vous savez, moi, d'ouverture de Coupe d'Afrique, j'en ai joué 2. Le plus dur, c'est 2017. 2012 encore, le peuple était derrière nous. On avait préparé, et il y avait la communion. Mais 2017, c'était pourquoi vous jouez. Ah, limite, les populations ne voulaient même pas vous voir sur le terrain. Ou bien c'est vous, mais vous demandez non, la population, c'était... Moi, j'ai joué en 2017. Je me suis senti comme un traître vis-à-vis de la population gabonaise. Mais je n'avais pas le choix. Dans certaines limites, ça correspond à comme on joue pour qui. Nous, on joue pour le Gabon. On ne joue pas pour le président de la République qui est assis. Lui, c'est une autorité comme nous sommes des ambassadeurs. Le Gabon va jouer une Coupe d'Afrique, nous, on va défendre le pays. Avec nos armes, malheureusement, cette Coupe d'Afrique, on n'était pas prêt.